Une plateforme anti-discrimination a été créée le 12 février 2021 sous l'égide du Défenseur des droits. Elle enregistre chaque année près de 15 000 appels et joue ainsi un rôle de révélateur sur les discriminations qui existent sur le marché du travail. Ces discriminations multiples proscrites par la loi peuvent intervenir à différentes étapes de la vie du salarié. De quoi parle-t-on précisément quand on aborde la question des discriminations au travail et quelles sont les règles qui encadrent leur interdiction et leurs sanctions? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles relatives à l'interdiction des discriminations, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le principe général de non-discrimination énoncé par le Code du travail détermine à la fois les personnes visées, la nature des mesures proscrites et la liste des critères de discrimination. Les personnes visées par la protection contre les discriminations sont non seulement les salariés, mais également les candidats au recrutement, les stagiaires ou les personnes en formation dans l'entreprise. L'article L 1132-1 du Code du travail détaille la nature des mesures discriminatoires concernées par la prohibition de la discrimination en droit du travail. Il s'agit ainsi du fait d'être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination, d'être écarté de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, d'être sanctionné, d'être licencié, de faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte. Cette mesure discriminatoire peut concerner, entre autres thématiques, la rémunération, l'affectation, la qualification ou la promotion professionnelle par exemple. Les mesures discriminatoires proscrites peuvent donc être directes ou indirectes. Une discrimination directe vise la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable en raison de l'un des motifs discriminatoires que je vais vous lister. La discrimination indirecte pourrait être quant à elle constituée par une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs discriminatoires énumérés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes. L'article L 1132-1 du Code du travail énumère les motifs de discrimination illicite. Citons-en quelques-uns. L'origine, le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales, les convictions religieuses, l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap. À côté de cette liste générale des motifs discriminatoires interdits par le Code du travail, il existe des régimes particuliers de discrimination illicite, comme les discriminations résultant de faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, la discrimination syndicale, la discrimination en matière de grève, la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Attention, il convient de noter que la discrimination, même fondée sur des motifs énumérés à l'article L 1132-1 du Code du travail, n'est pas considérée dans tous les cas comme illégitime. En effet, des différences de traitement discriminatoires sont admises lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. Plusieurs motifs de discrimination sont ainsi spécifiquement visés comme pouvant donner lieu à des différences de traitement légitimes. Il s'agit de l'âge, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ou les mesures prises en faveur des personnes handicapées et la vulnérabilité économique et le lieu de résidence. Je vous propose maintenant un zoom sur les acteurs de la lutte contre les discriminations. D'abord, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect des normes sociales d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle. À ce titre, ils sont chargés de constater les infractions à ces dispositions, et notamment les infractions relatives à la discrimination. Ils sont, en particulier, chargés de constater les infractions au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ils disposent de moyens importants
Notamment, ils peuvent entrer librement et sans prévenir à l'avance dans l'entreprise, se faire communiquer tout document ou tout élément d'information utile à la constatation des faits susceptibles d'établir le respect des dispositions du Code du travail, Code pénal relatives aux discriminations, procéder à des enquêtes à la suite d'un contrôle. L'inspecteur du travail peut constater des infractions par procès-verbal, celui-ci faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Par son procès-verbal, l'inspecteur du travail propose ainsi au procureur de la République d'engager des poursuites. L'inspecteur peut aussi adresser à l'employeur des observations, c'est-à-dire le rappel des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qui peuvent éventuellement contribuer à faire cesser les discriminations sans qu'il y ait saisine du tribunal. Ensuite, le défenseur des droits, ancienne ALD, est chargé quant à lui de connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou un engagement international auquel la France est partie. Toute personne qui s'estime victime de discrimination peut le saisir par écrit. Il peut également se saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont il a connaissance, ou bien être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Les agents délégués du défenseur des droits, assermentés et spécialement habilités par le procureur de la République, peuvent constater par procès-verbal les délits de discrimination. Le défenseur des droits peut aussi proposer à l'auteur des faits une sanction d'un type particulier, l'amende transactionnelle, ou formuler des recommandations afin qu'il soit remédié à tout ou partie des pratiques qu'il estime être discriminatoires. Les syndicats, eux aussi, sont des acteurs importants de la lutte contre les discriminations. Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent, entre autres possibilités, agir en justice sur le fondement du principe de non-discrimination en lieu et place du salarié ou candidat à un emploi, à un stage, à une période de formation dans l'entreprise. Cette action en substitution leur est ouverte sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé dès lors que celui-ci a été averti par écrit et qu'il ne s'est pas opposé à l'action du syndicat dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié son intention. En outre, le plaignant peut toujours intervenir au cours de l'instance engagée par le syndicat. Les associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour la lutte contre les discriminations bénéficient de la même possibilité d'agir en justice que les organisations syndicales, sous réserve toutefois qu'elles aient obtenu préalablement l'accord écrit de l'intéressé, lequel peut intervenir à l'instance et y mettre un terme à tout moment. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié, mais aussi en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise. Enfin, les membres du comité social et économique, CSE, ont le devoir de saisir l'employeur lorsqu'ils constatent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. Le salarié qui s'estime victime d'une discrimination peut soit agir en justice, soit user d'une des voies non contentieuses existantes. D'autres personnes sont habilitées à agir, syndicats, associations, notamment dans le cadre de l'action de groupe. Un aménagement de la preuve de la discrimination au civil facilite la démarche du demandeur. Autrement dit, le législateur a instauré tout un arsenal de mesures destinées à lutter efficacement contre les discriminations. Examinons d'abord les recours non contentieux à la disposition du salarié qui s'estime victime de discrimination. Avant d'agir en justice, le salarié peut signaler les agissements qui constituent selon lui une discrimination à un membre du comité social et économique ainsi qu'à un service d'accueil téléphonique ou encore au défenseur des droits ou à l'inspection du travail. Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent intervenir à la demande d'un salarié ou de leur propre initiative dans le cadre de la procédure d'alerte pour faire cesser des agissements discriminatoires. Un service d'accueil téléphonique gratuit a été créé par l'État. Il répond aux demandes d'informations et de conseils sur les discriminations et sur les conditions de saisine du défenseur des droits. Le défenseur des droits, ex-ALD, peut se saisir d'office ou être saisi par le salarié s'estimant victime d'une discrimination ou une association. Le contentieux des discriminations est confié au Conseil de prud'homme. En cas d'action de groupe, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent. En matière de sanctions, s'agissant des sanctions civiles d'abord, notons que toute disposition
où tout acte discriminatoire à l'égard d'un salarié est nul. Cette sanction implique la remise en l'état. En d'autres termes, en cas par exemple de licenciement fondé sur un motif discriminatoire, la nullité du licenciement a pour conséquence que le salarié doit être réintégré dans son emploi dans ses conditions originelles. Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des 6 derniers mois. Cette indemnité est cumulable avec le paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. Poursuivons avec les sanctions pénales. Un salarié s'estimant victime d'une discrimination peut agir au pénal contre l'entreprise sur le fondement des articles 225-1 et suivants du Code pénal qui énumèrent la nature des distinctions faites à l'encontre des personnes entrant dans la qualification, au sens pénal, des discriminations. Les sanctions du délit de discrimination sont différentes selon que l'employeur est une personne physique ou morale. Les personnes physiques sont passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. La personne morale encourt quant à elle une peine d'amende de 225 000 €. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, le Code du travail définit les discriminations en listant précisément à la fois les comportements proscrits et les motifs de discrimination. Ensuite, les acteurs de la lutte de la discrimination sont nombreux, ils ont des prérogatives diverses. Enfin, le non-respect du principe d'interdiction des discriminations expose l'employeur à des sanctions civiles et pénales. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.